Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'intimité d'un conflit. Récit ethno-biographique du harcèlement moral. Gagner du fric. Après des études d'arts appliqués et d'arts plastiques. Après une thèse de doctorat en anthropologie et une dizaine d'années passées entre la Thaïlande et la Tunisie. Après un temps principalement consacré à la rencontre des artistes, au partage de leur vie, à l'étude de leur monde, à l'analyse de leurs pratiques. Après 2 années d'enseignement à l'école des beaux-arts de Tunis, après m'être marié, après avoir tenu bon et finalement décidé de changer de vie, me voici de retour à Paris, où mon absolue priorité est de gagner mon autonomie ici maintenant. Et ça passe par l'argent. J'espère bien faire mon trou au sein de l'académie, passer les concours de maître de conférence, celui du CNRS, et pour cela, je dois reconstituer mon réseau en France d'élité après tant de temps passé à l'étranger. Il me faut trouver des charges de cours et donc un emploi principal puisque l'institution publique l'exige. Alors pas question d'être au RSA et puis de toute façon, je suis en instance de divorce. Une situation familiale transitoire qui constitue un frein à son obtention. J'espère trouver un job d'étudiante malgré mes diplômes. Et là, bien sûr, ma formation en sciences sociales active tous les signaux, hérisse la conscience. Comment se fait-il qu'un tel parcours aboutisse à la recherche d'un job ? Pourquoi sommes-nous si nombreux dans ce cas ? Étudier la société c'est une chose, mais il faut y vivre, il faut en vivre, et même si ça aiguise la compréhension des situations vécues, ça ne facilite rien. Mais quand on rentre, quand on a pris une grande décision, on est battant, on en veut. Alors je commence. Je démarche quelques magasins, à l'occasion des courses, des séminaires. En tenue inadéquate, en t-shirt basket, je ne donne pas l'image d'une recherche d'emploi sérieuse, personne ne me fait de réflexion, mais voilà, ça colle pas, je le sens. J'entame des démarches spécifiques, j'y consacre du temps, je me rends dans un grand magasin au sein duquel j'ai bossé lors de mes études. J'espère trouver des visages connus et tâter le terrain. Le magasin est entièrement réaménagé, les marques ont changé, je ne reconnais personne, on m'explique que le recrutement passe par une application internet. Je postule. Dans le même temps, je fais le tour des hôtels de mon quartier, un CV allégé à la main. On m'a conseillé de dissimuler mes diplômes, ils font peur semble-t-il. Pourquoi vouloir une place de réceptionniste quand on a obtenu une thèse de doctorat ? Ils doivent penser que quelque chose se cache là-dessous. Je mets donc en valeur mes expériences à l'étranger et mes jobs d'étudiante. Certains répondent directement qu'ils ne recherchent personne. D'autres prennent mon CV, ne me rappellent jamais. Un autre m'y fait noter mes disponibilités, le statut désiré et le type de contrat. Pas bête. Je réalise alors que je peux me vendre en proposant une grande disponibilité horaire, les soirs et les week-ends, ce qui compenserait mon inexpérience. Lors de ces 10 jours de recherche, j'obtiens 3 réponses positives. Un mi-temps au SMIC dans le grand magasin, que je regretterais à maintes reprises de ne pas avoir choisi, mais j'anticipe. Un plein temps dans une chaîne de magasins pour enfants dont le patron tunisien a été marqué par ma maîtrise de sa langue, mais le manager semblait totalement exécrable. Autant ne pas se mettre délibérément en mauvaise posture. Un poste de réceptionniste barmaid que je choisis pour les horaires décalés et ma foi, l'attrait de l'inconnu. Bref, mon embauche se fit en 3 étapes. L'embauche. Entre une sandwicherie et une agence immobilière, une grande porte surmontée d'un auvent violet et encadrée de 2 arbres signale l'entrée d'un hôtel que je n'avais jusqu'alors jamais remarqué. Pourtant, depuis mon retour, je passe tous les jours devant pour rejoindre le métro. 2 personnes s'entretiennent avec le réceptionniste, j'attends, reste en retrait, me mets dans la peau d'une future employée passant nécessairement après les clients. Une jeune femme apparaît, je remarque surtout son top orange assez flashy, elle m'accueille très aimablement. Je lui présente ma requête avec mon plus beau sourire, signale l'amplitude de ma disponibilité horaire, lui remets mon CV. Elle me demande si le bar m'intéresse également. 2 postes semblent à pourvoir. Le soir, je fantasmerai sur le choix possible, me demandant où se situe le bar, je ne l'ai pas aperçu, une autre entrée peut-être, là il n'y a que la réception. Elle me conseille de repasser le lendemain matin, en demandant Philippe. Prenant à nouveau soin de m'habiller en conséquence, sobre, mais élégant, pantalon de toile noire, haut noir et blanc,
je me rends à l'hôtel à la rencontre de Philippe. Il est seul à la réception, mon CV en main, il me pose quelques questions, me fait préciser qui j'ai vu la veille. Une jeune femme qui portait un haut orange, il précise, la jeune femme métisse, moi, oui, je n'ai pas osé la qualifier ainsi. Il me donne à nouveau rendez-vous, le lendemain. Rebelote, RDV à 11h, cette fois pour un véritable entretien. On prend place dans les fauteuils à côté de la réception et je tente de donner la figure d'une personne qui certes ne connaît pas le métier et ne s'en cache pas, mais présente bien, parle correctement, maîtrise l'anglais. Je dis envisager la possibilité d'une carrière. Dans cette branche, on peut évoluer. Il n'y a pas que du bluff. C'est aussi ce qui à ce moment-là me fait choisir l'hôtellerie, plutôt que la vente. Consciente que le marché de l'emploi dans l'enseignement universitaire et la recherche est particulièrement saturé, j'envisage la possibilité d'un revers dans ce domaine. Je mets en avant mes expériences à l'étranger, diminuant la portée de celles-ci, enquête de terrain en Thaïlande et enseignement universitaire en Tunisie, en affirmant que j'y ai suivi mon mari. En cours de séparation, il me faut retrouver un emploi. Histoire plausible s'il en est. Je remarque les coups d'œil du côté de la réception vers la jeune femme métisse avant qu'ils ne me disent « Ok, vous commencez lundi à 16h, soit dans 3 jours. » La jupe est de rigueur. C'est une très bonne nouvelle. Un job alimentaire et une charge de cours à l'université que j'ai dégotée entre-temps. J'aurais préféré ne pas avoir besoin de ce job, mais c'est tout de même un bon début pour une revenante. Les premiers jours. Lundi 14 septembre. Je passe un certain temps à m'habiller, je n'ai pas grand-chose d'adéquat, je choisis une jupe noire fluide et un haut sans manches, il fait encore très chaud, j'hésite entre celui de couleur orange et le vert discret, va pour le vert. À mon arrivée, le boss balaie ma tenue du regard, pas de réflexion, ça doit aller. Voilà le souvenir le plus marquant de cette première journée. Je mettrai un peu de temps à trouver mon uniforme. Contrairement à d'autres hôtels, celui-ci ne demande pas une tenue particulière. Le seul indice que l'on me donne est l'interdiction du port des pantalons. Les talons sont aussi déconseillés. Il faut sans cesse descendre et remonter du sous-sol où se trouve le fameux bar. Si dans les premiers mois je change régulièrement de tenue, progressivement j'en adopte une. Jupe noire au-dessus du genou et haut noir. Parfois des remarques indiquent une réorientation nécessaire, trop transparent, trop court, etc. 2 jupes et quelques hauts de ma garde-robe deviendront spécifiques à ce job. Première étape, le tour du propriétaire. On me montre les petits gestes, paroles du métier, comment frapper aux portes, annoncer systématiquement son entrée même s'il n'y a personne. Les différents types de chambres, single, double, twin avec douche, avec bain, mais une organisation similaire pour chaque étage. Mon accompagnatrice souligne l'importance que représentent ces différences. J'acquiesce sans tout retenir, me demandant à quoi cela pourra bien me servir à la réception. Je ne suis pas embauchée comme femme de chambre après tout. Puis direction le sous-sol. Je découvre le bar en bas des escaliers, quelques fauteuils et tables basses, les toilettes au fond suivies de la cuisine et de la salle des petits déjeuners. De l'autre côté du bar, la salle de réunion pouvant également accueillir les petits déjeuners des groupes. On s'engage dans un couloir semblant recouvert à la chaux, mais où va-t-on ? Et cette odeur à RFF, ça pue. Ce sont les évacuations des toilettes, m'explique mon accompagnatrice. Il y a là la réserve des produits d'entretien, où sont également stockés les objets oubliés par les clients. Des portes fermées à clé et un espace où s'amoncellent des chaises, un vieux sommier, un bureau. Il y faut chaud, la chaudière doit être à côté. Retour à la réception. Plus tard, je découvrirai encore la blanchisserie dans une cour inaccessible aux clients. Une petite pièce rajoutée, équipée de machines à laver, de sèche-linge et d'une presse à repasser, où sont également stockés les draps et serviettes. L'hôtel est un peu vieillot, bien que rénové récemment. De la tapisserie au mur, des miroirs sombres. Le tout est très propre, simplement démodé. Les fauteuils, eux, n'ont pas été changés, cela se voit, ils sont rouges, avec le mauve des murs, c'est pas idéal. Inévitablement, je me suis mise à jeter un coup d'œil aux hôtels lors de mes allées et venues. Une grande partie d'entre eux de même catégorie, 3 étoiles, a manifestement bénéficié du secours d'un décorateur pour leur aménagement, l'association des couleurs, la customisation des murs, les jeux de lumière et les divers objets.
La comparaison ajoute à la désuétude de celui-ci. Lors de l'entretien, le patron m'a expliqué que l'hôtel est une entreprise familiale créée par les grands-parents maternels. Ils sont propriétaires du fonds, mais pas du bâtiment. Ça, il ne l'a pas dit, je l'ai découvert plus tard. Toute la famille y travaille. Les parents sont surtout présents le week-end, une forme de pré-retraite. Les enfants se sont répartis les tâches, le fils Philippe à la réception et progressivement à la direction de l'hôtel. La sœur Caroline, qui m'a fait faire la visite, est la gouvernante, elle gère l'entretien quotidien et le service du petit déjeuner. En plus de mes patrons directs, le fils et sa femme Véronique, la chef de réception à qui étaient adressés les coups d'œil lors de mon entretien d'embauche, 2 autres réceptionnistes travaillent la journée, Sylvie et Édouard, ainsi que 2 veilleurs de nuit Armando et Cossi. Puis il y a la blanchisseuse Héloïse, les femmes de chambre Rachida, Claudette, Marie, Keina et les jours d'affluence, les extras. Je les croise au début de mon service, lorsqu'elles viennent signer leur sortie. Il faut encore compter avec ceux du petit déjeuner Stéphane, Estelle et Mona, que je ne croise jamais. Ah oui, j'oublie Jean-Marie qui est à la fois valet de chambre et gère les stocks de produits d'entretien, pourvoit au menu réparation, change les téléphones défectueux, les ampoules et tutti quanti. Les réparations de plus grosse envergure, c'est Laurent qui s'en charge, un artisan spécialisé dans les travaux d'hôtel qui vient de temps en temps. Les premières heures passées derrière le comptoir sont un peu ennuyeuses, ma seule tâche est de remettre leurs clés au client. Encore faut-il qu'il y ait un client. 19h. Un afflux soudain devant la réception. Ce jour-là, une grande partie des 94 chambres est occupée par les employés d'une même entreprise. Ils arrivent par groupe, vont et viennent, de leur chambre au lobby, au restaurant alentour et retour à l'hôtel. Les clés sont disposées sur le mur derrière le comptoir de la réception. J'ai un peu de mal à chercher leurs clés dans les bonnes cases, ça prend du temps, il me faut faire le tour du panneau, et un de me dire, me voyant patauger, 3e ligne à gauche, gauche-droite, help, ce panneau est immense. La journée se passe, je ne suis pas mécontente, ça a l'air plutôt sympa, le lieu, les gens. Le métier qui rentre. Mes premières fonctions sont le service au bar et le renseignement des clients, les restaurants et commerces du coin, les sorties à Paris, en plus de la distribution des clés. Ma journée commence à 16h, je suis embauchée comme réceptionniste barmaid. J'appris plus tard qu'il y avait bien 2 postes à la base, comme le suggérait mon intuition du début. Pour dépanner, les réceptionnistes ont été sollicités pour s'occuper aussi du bar au sous-sol. Aucun barman n'a été réembauché après. Je fus donc la première à occuper statutairement les 2 postes. Le bar donc. Édouard est chargé de me montrer comment procéder. Il faut commencer par nettoyer et faire l'inventaire. L'inventaire s'est vite avéré un moment particulier. Je me suis amusée à le présenter comme « mon grand moment de solitude » de la journée. Sortir la feuille d'inventaire du tiroir, pourquoi ferme-t-il ce tiroir à clé ? Inscrire mon nom et la date, surtout la date. Tout est là. Les jours se suivent et je me retrouve inlassablement à compter les bouteilles. Pourquoi avoir fait 10 ans d'études supérieures pour mesurer le débit des boissons ? Mais j'anticipe sur la lassitude à venir. La plupart du temps, excepté l'inscription de la date me rappelant que ma situation ne se débloque pas, c'est un moment plutôt joyeux où je chantonne tout en faisant la poussière. Cela me prend en moyenne 1 heure, avant de remonter à la réception. Jusqu'à la fin de mon service à minuit, à chaque fois qu'un client descendra, il me faudra lui emboîter le pas, redescendre, peut-être veut-il un café, un soda, une bière ? La plupart du temps il veut juste voir, le bar, la salle du petit déjeuner, il visite quoi, et on remonte ensemble, un aller-retour pour rien. La réservation. À la réception, j'apprends les rudiments de la réservation. Répondre aux clients et intégrer leurs demandes au système. L'hôtel utilise le logiciel Top 6 gérant les réservations, l'occupation du jour, la facturation et les archives. Ma première leçon est la gestion des réservations passant par les centrales, principalement Booking.com. Pas besoin de confirmer aux clients, la centrale s'en est chargée, on reçoit les fax, on a juste à les intégrer au système. Nom, date, nombre de personnes, type de chambre, mode de règlement, tarifs, sollicitations diverses, calme, en hauteur, fumeur ou non, parking, chien, enfant, etc. Le tout se passe plutôt bien. La formation que je reçois de la femme du patron est claire. Elle procède par étapes.
D'autres tâches me sont progressivement données. C'est un peu comme retourner à l'école. Elle en profite même pour dire « Vous avez de la chance que l'on vous apprenne tout cela sans passer par la formation hôtelière ». Je ne réponds rien, un peu surprise. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Je suis censée dire merci, s'ils m'ont embauché c'est qu'ils en avaient besoin. Passons. Voilà, en gros, après quelques semaines, en dehors des réservations de groupe ou celles des grosses sociétés, je suis opérationnelle. Les bookings, que l'on raccourcit en book ou surnomme book quand la boss n'est pas là. Puis les complets consistant simplement à annoncer aux clients que nous ne pouvons honorer leurs demandes effectuées via le mail ou le site internet. Et enfin, j'apprends à répondre aux demandes simples des particuliers. Je réfléchis, mais non, LN'. On pas de nom spécifique, bonne on dira, les RE accent aigu SAS simple. Les réservations par téléphone ne sont pas les plus nombreuses, mais les plus épiques. Répondre au téléphone, rien que l'annonce, c'est tout un apprentissage. Hôtel Bellevue Annabelle bonsoir, ça paraît simple ainsi écrit, pas du tout. L'association de ces 5 mots a mis du temps à venir, surtout le prénom du reste. Un soir je m'embrouille complètement, ça a dû donner un truc du genre. Allô bonjour, enfin bonsoir Hôtel Vue. Bref n'importe quoi, j'éclate de rire, la cliente avec. Heureusement, ce n'était pas le père. Il appelle régulièrement le samedi soir. Un mois a bien été nécessaire pour intégrer pleinement l'annonce qui devint l'une des manières de répondre à la question. Et toi tu fais quoi ? Hôtel Bellevue Annabelle bonsoir, je suis réceptionniste, tellement plus simple à expliquer que je suis anthropologue. Après tout, c'est bien ce job qui me fait bouffer. Le téléphone donc. Les premiers temps sont un peu pénibles. J'ai systématiquement besoin de mettre le client en attente pour expliquer la question à mes collègues de jour, Sylvie, Édouard ou la patronne, et demander la réponse appropriée. Hôtel Bellevue Annabelle bonsoir, bonjour, vous avez des chambres pour le week-end du 17, ne quittez pas. Eddie, il y a de la place pour le week-end prochain ? Tu as demandé au client combien de chambres il veut, on n'en a plus beaucoup. Ah non. Allô, vous avez besoin de combien de chambres ? 3, ne quittez pas, il veut 3. Il a dit simple ou double. Ah mince. Allô, vous désirez des chambres simples ou doubles ? 2 doubles et une simple s'il vous plaît, ne quittez pas. Oui c'est bon, tu lui demandes de confirmer par mail ou de donner son numéro de CB. Ok, allô blablabla, ouf fini. Ça doit être soit légèrement risible de l'autre côté du fil, soit agaçant pour les moins patients. Mais enfin, il faut bien en passer par là. Ainsi, touche après touche, j'apprends que les clients peuvent effectuer leur réservation de 5 manières différentes, si l'on ajoute à celle déjà évoquée le fax, lequel, contrairement à ce que je pensais, n'est pas encore tombé dans le musée de la télécommunication à côté du pneumatique. Toutes ces modalités de réservation sont intégrées à Top 6. Ce logiciel a une répercussion importante sur l'appellation des individus. La modalité de réservation doit figurer dans les commentaires, ainsi que la personne l'ayant géré, qui devient un peu la responsable du dossier. Doivent également apparaître les différentes requêtes, au calme, avec chien, avec enfant, fumeur ou non, ou encore les dates de modification du dossier, le tout avec environ 72 caractères. Chacun emploie un diminutif, mon nom devient très vite Anna, Édouard, Eddie, les patrons aussi ont des prénoms un peu longs, Véronique, Véro, pour le boss c'est un peu différent, il utilise ses initiales, Philippe Tournier, PHT. Entre nous, on utilise les diminutifs, bien sûr, pour ce qui est de la relation employé-employeur. Les noms dans leur version initiale sont conservés. Néanmoins, lorsque l'on parle d'eux entre nous, c'est PHT et Véro. Bientôt, j'ai moi-même tendance à utiliser le diminutif en dehors de l'hôtel dans mes correspondances mail notamment, et peu à peu mes amis l'utilisent d'eux-mêmes. Au début, comme Eddie, j'appelais le patron par son prénom en ajoutant Monsieur. Monsieur Philippe. Cela m'est vite paru un peu ridicule. Surtout quand je me suis aperçu que j'employais également Monsieur pour Jean-Marie, le valet de chambre aux multiples fonctions qui avait le même statut que moi, l'ancienneté et l'âge en plus. N'ayant pas eu de remarques, je continue sur ma lancée en appelant Philippe, Philippe. Seuls le père et la mère gardèrent leur marque de déférence. Le téléphone sonne. Hôtel Bellevue Annabelle bonsoir, bonsoir mon petit, monsieur Bernard vous allez bien ? Ça va, passez-moi Édouard s'il est avec vous. La réception. Si Véronique m'apprend la réservation, Édouard et Sylvie sont en charge de m'enseigner les tâches de réception. Les renseignements et remises de clés, c'est bon.
Il me faut maintenant faire les check-in. Théoriquement c'est simple. Il suffit de demander son nom au client, de le trouver sur la liste des arrivées, le noter comme entrée, lui remettre sa clé, lui expliquer comment se rendre à sa chambre, où prendre les petits déjeuners et à quelle heure, sourire, être aimable, à l'écoute de ses demandes. Pourtant j'ai buté un long moment sur une petite chose toute simple. Comment annoncer la qualité fumeur ou non-fumeur d'une chambre? Plus que les explications reçues de mes collègues, ce sont les clients qui me l'ont appris. En effet, annoncer à un client qu'il est dans une chambre fumeur alors qu'il ne l'a pas demandé est un peu délicat. Ses réactions, le temps d'arrêt, la mine étonnée, déçue, voire agacée, m'apprennent qu'il ne faut tout simplement pas donner l'information. S'il remarque une odeur de cigarette trop importante, il en fera part en redescendant. Un coup de bombe désodorisante, un changement de chambre, une explication. Nous sommes navrés mais l'hôtel est complet, nous n'avons pas pu faire autrement, feront l'affaire. De toute façon, comme le rappelle Véronique, sur les correspondances est noté chambre de préférence non-fumeur, donc on est couvert. Dans la plupart des cas, le client ne s'en rendra même pas compte ou devant le fait accompli ne dira rien. Déjà installé, il ne voudra pas changer de chambre si on le lui propose, il a autre chose à faire. L'inverse se justifie. Le client a demandé une chambre fumeur, mais nous n'en avons plus. Il est nécessaire de préciser l'interdiction de fumer et s'il se plaint, 2 réponses peuvent être immédiatement données. Changer de chambre si cela est possible ou nous sommes navrés mais... Pour les vieux de la vieille, les clients réguliers du temps où fumer ne posait pas problème, la règle peut être enfreinte au nom du bon vieux temps. Pour les autres, faire mine de chercher une solution peut aussi calmer un énervement plus important. Le résultat sera le même, mais le client sera content que nous ayons pris le temps de répondre à sa demande. Donner les informations positives, dissimuler les négatives ou pouvant être considérées comme telles, voilà la clé. Autre situation. J'explique à un client le fonctionnement de la connexion Wi-Fi. Des routeurs sont dispatchés dans l'hôtel en fonction de sa chambre, il doit utiliser le login rue. Sa réponse est immédiate. Vous êtes en train de me dire que ma chambre est sur la rue et donc bruyante, oups. À l'avenir, je dirais uniquement, il y a différents routeurs, vous choisissez le plus performant en fonction des petites barres vertes. C'est aussi en observant mon collègue que j'appris cela. Toujours positif, retourner les situations, ne pas dire lorsque c'est impossible, rassurer, montrer un intérêt, de la bonne volonté, faire même si ça ne sert à rien. Le client n'est pas nécessairement dupe, mais pas blessé non plus. Revenons au check-in proprement dit. Techniquement, le check-in consiste à inscrire l'arrivée du client sur l'ordinateur afin d'ouvrir sa facture. C'est aussi la seule manière de vérifier par la suite qui est arrivé et qui ne l'est pas. Parallèlement, il est également nécessaire de noter l'arrivée des clients en barrant leur nom de la liste écrite à la main sur un bloc-notes Rhodia. Il est à ce moment-là possible de modifier les attributions des chambres en fonction des besoins en les permutant. C'est un délogement. A priori rien de plus simple donc, mais quand vous commencez à faire répéter aux clients 1 fois, 2 fois leur nom et que vous captez toujours pas, qu'ils arrivent à 4 et vous disent tous en chœur leurs noms respectifs, Canavan, Scott, car débordage, je suis censé retenir tous les noms d'un coup, que vous ne les trouvez pas sur la liste, ni de l'ordi ni du bloc-notes, surtout quand on prend en compte l'écriture désastreuse du boss, il peut arriver que l'on mette un sacré foutoir dans les attributions. Un client redescend. Il y a déjà des valises dans la chambre que nous lui avons donnée, est-ce normal? Non en effet. Pourtant c'est bien son nom qui a été associé à cette chambre. Il y a peut-être eu un délogement n'ayant pas été intégré au système, ou bien on a mal compris son nom et confondu avec un autre. Il suffit de lui attribuer une autre chambre. Il m'est arrivé 2 ou 3 fois de courir après un client, réalisant mon erreur quelques minutes en retard. Tant que c'est réparable, pas de souci. La plupart du temps Édouard, impassible, trouve la solution, alors que j'ai déjà commencé à suer à grosses gouttes. Seulement, il finit son service à 21h. L'immanquable ne manque pas d'arriver. Un soir avec Armando, on se retrouve avec une attribution de chambre erronée, trop de clients, pas assez de chambres, obligé d'appeler le patron. Comment a-t-on bien pu mettre un tel foutoir? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.